Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Déjà paru. Collection Diversité. Dirigé par Eddy Saidi, historien. Cette collection est destinée à présenter les travaux théoriques, empiriques et pratiques des chercheurs scientifiques et des acteurs sociaux. Elle a vocation à publier des ouvrages essentiellement universitaires, traitant des rapports sociaux, de la mémoire, de l'histoire et de l'altérité. Elle se propose de constituer un portail d'accès à l'étude des sociétés contemporaines et offrir une plateforme d'échange à des chercheurs de plusieurs disciplines. La collection entend faire connaître la production française dans les domaines historiques et sociologiques, mais aussi relayer les travaux de chercheurs étrangers et devenir ainsi un point d'appui dans le développement des échanges scientifiques au niveau international en sciences humaines et sociales. Comité scientifique international. Arfaoui Kemeh Université de Tunis, Tunisie, Bezaher Bezo UCHI Sarah Université de Toulouse Le Mirail, France, Belgassem Brahim Université de Tunis, Tunisie, BELLAMIN Meriem Université de Tunis, Tunisie, BELKHOJ Achedli Université de Moncton, Canada, Ben Sedrine Lamjed, Tunisie, Boucher Colette Université Laval, Canada, Brichard Christian Belgique, Costea Simion Université de Targumur, Roumanie, Damani Saïd Université de Toulouse, France, Graham Patrick Université de Sherbrooke, Canada, Joliot Bernard Universitaire, France, Laborie Michel Historien, France, Manaa Amar Université de Msila, Algérie, Meki Nidal Université de Tunis, Tunisie, Mrabet Tarek CCMA, France, Primo Marie-Douce Université de Montréal, Canada, SAPICAS Marina, France, Saya Jamil Université de Grenoble, France, Saya Mansour Université de Toulouse Le Mirail, France, So Abdoulaye Université de Nouakchott, Mauritanie, Tadlaoui Jamaleddine Université de Sherbrooke, Canada, Tito Anna, journaliste, Italie. Déjà paru. Abla ROUAGDJENIDI, Les jeunes, l'école et l'éducation, représentation, pratique et enjeux, 2016. Jamil Saya, Frontières et mobilité 2016. Eddy Saidi, Savoir critique et recherche historique, pour quels usages, 2015. Chapitre 1, La République des Provinces-Unies, son siècle d'or. Dans la peinture hollandaise classique, là où dominait la Vierge et ses escaliers d'anges, l'homme s'installe, les pieds sur les 1000 objets de la vie quotidienne. Le voilà donc au sommet de l'histoire. Barthes, Lettres nouvelles 1953. La ronde de nuit, la vue de Delft. Les régentes de l'hospice de Haarlem, par le biais de ces prodigieuses peintures, les Provinces-Unies se livrent à notre curiosité. Comment ces tableaux ont-ils vu le jour sur ce minuscule coin de terre des Pays-Bas? Par quelle alchimie mystérieuse Rembrandt, Vermeer et Franhal sont-ils conçus ces joyaux qui appartiennent aujourd'hui au patrimoine de l'humanité? En aucun cas une génération spontanée. Cette peinture se réclame d'illustres devanciers, en particulier Rogier van der Weyden, de la Pasture, devenu peintre officiel de la ville de Bruxelles en 1436. Mais au préalable, rappelons les caractères particuliers de cette peinture hollandaise du XVIIe siècle. Ici, peu de place à la peinture religieuse. Selon l'austère doctrine calviniste, le temple est lieu de partage des Écritures et nulle image, pas même un crucifix. Pas davantage de place à la peinture de cour, car les princes d'Orange sont de modestes mécènes. Reste à peindre ces théories de marchands et de régentes vêtues de noir, au visage cerné de la fraise blanche. Elles témoignent de ce goût du temps pour le portrait. Portraits corporatifs, portraits familiaux ou portraits individuels, tous participent de cette affirmation de soi dans le cadre social. Mais il est d'autres genres que le portrait. Le banquet qui offre à la délectation visuelle des tables chargées de viande ou de gibier. Puis les fleurs, les fruits, sans oublier les paysages avec Salomon van Riesdael habile à saisir la lumière du capricieux ciel hollandais. Finalement, tout ce que l'œil peut capter de la vie de tous les jours est digne d'intéresser l'artiste qui pourrait faire sienne la devise de Jan van Eyck, ALS ICCAN. En effet, le peintre hollandais est souvent un modeste artisan mais d'une parfaite maîtrise de son savoir-faire. À lui une clientèle de médecins juifs, de maîtres d'école, de pasteurs, de savetiers et de paysans, autant de demeures exiguës, d'où l'achat de tableaux aux dimensions modestes. Ce peintre est le plus souvent un artiste impécunieux. À sa mort, Vermeer était endetté auprès de son boulanger.
Il n'est pas de plus bel hommage rendu au peintre hollandais que ces quelques lignes de Arnold Hauser, Wilson 119. Un style qui s'efforce non seulement de rendre visibles les choses spirituelles, mais encore de faire de toute chose visible une expérience spirituelle. Et cette extraordinaire création, au cœur du flamboyant siècle d'or hollandais, éclot dans un cadre économique, social et politique qu'il convient de définir. Qui sont ces Hollandais vêtus de noir ? Dans leur majorité des citadins. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la majorité de la population d'un pays, les Provinces-Unies, vit en ville et pratique des activités du secteur secondaire et du secteur tertiaire. Dans ce pays minuscule, peuplé d'1,5 million d'habitants, les villes comptant quelques 30 000 habitants sont plus nombreuses que dans tout autre pays d'Europe. Et la ville d'Amsterdam avec ses 200 000 habitants domine le réseau urbain de la province de Hollande, elle-même cœur des Provinces-Unies. Amsterdam profite de l'effacement relatif d'Anvers, la grande métropole du XVIe siècle fermée par le Hollandais maître des Bouches de l'Escaut. En 1622, le tiers de la population d'Amsterdam est constituée d'immigrants venus des Pays-Bas du Sud restés espagnols. Cette ville est un port admirablement protégé au fond du Zuiderzee, cette mer intérieure. 3 canaux concentriques enserrent le cœur de ce port. Ce sont le Herengracht, le Keizergracht et le Prinsengracht. Là se dressent sur pilotis les riches demeures commerçantes construites selon un strict cahier des charges. Puis des radiales aux canaux plus étroits, le monde des artisans. Et plus loin, le quartier Jordan où s'entassent les sucreries, les brasseries, les teintureries, les distilleries, les fabriques de papier, les imprimeries et les verreries. D'où vient cette activité de ruche ? À l'origine il n'y a rien, si ce n'est beaucoup d'eau et peu de terre. Mais l'ingéniosité hollandaise est moins une vertu qu'une nécessité. Ainsi, le polder du Nord-Est arraché à la mer du Nord, ainsi le microscope de Van Leeuwenhoek et la quête de l'infinime petit. Le globule rouge et le spermatozoïde. En 1595, un commerçant de Horn dessine les plans de la première flûte, Fluy, un nouveau navire. Une enquête diligentée en 1664 évalue à 6000 bateaux, surtout des flûtes, la flotte des Provinces-Unies. Ce navire, flûte à grand ventre, disait Colbert, arrondi à la proue et à la poupe, dispose de vastes cales. Il jauge entre 300 et 500 tonneaux, la caravelle de Christophe Colomb comptait 100 tonneaux. C'est un 3-mâts aux voiles carrées, d'environ 40 mètres de long, un bâtiment robuste capable de naviguer sur toutes les mers du globe. Il peut être armé d'une vingtaine de canons. Son faible tirant d'eau lui permet de s'accommoder des hauts fonds fréquents dans le Zuiderzee et dans la mer du Nord. Un navire peu coûteux avec ses armatures chevillées de bois, alors que le navire français comporte des chevilles en fer. Un navire enfin qui s'accommode d'un équipage restreint d'une douzaine d'hommes, alors que l'équivalent français est monté par une vingtaine de marins. Au total, un navire parfaitement adapté aux besoins du pays. C'est grâce à la flûte que les Hollandais du XVIIe siècle méritent le qualificatif de roulier des mers. Et la meilleure mesure astronomique de la latitude ainsi que les progrès de la cartographie facilitent la tâche du marin. Vers 1678, Daniel Defoe définit fort bien le commerce hollandais. Ils achètent pour revendre, et la plus grande partie de leur vaste commerce consiste à s'approvisionner dans toutes les parties du monde afin de pouvoir à leur tour approvisionner le monde entier. Wilson 22. Ajoutons que le commerce hollandais ne s'arrête jamais. Même la belligérance avec un État n'est pas motif suffisant à rompre le commerce avec celui-ci. Le premier axe commercial important se situe entre la Baltique et le golfe de Gascogne. Les flûtes descendent vers la France, le Portugal et l'Espagne, du bois de Norvège, du fer et du cuivre de Suède, des céréales de l'Europe orientale et les produits manufacturés hollandais. Au retour, le sel de Biscaye et du Portugal, le vin de France. Et dans toutes les cargaisons, les fameuses caques, barriques, de harengs salés, spécialité hollandaise si lucrative que les bonnes gens d'Amsterdam prétendent leur ville construite sur des caques de harengs. Au hareng, il faudrait ajouter la morue car cette pêche est également active. Mais il était d'autres produits pour appâter le chaland, poivre, girofle, cannelle, gingembre, sucre du Bengale, les 20 variétés de cotonnade, autant d'articles coûteux qu'Amsterdam réceptionne pour les diffuser ensuite à travers l'Europe. Et la Verenigde Oostindische Compagnie est cette merveilleuse fée qui ouvre l'Asie à la gourmandise européenne.
La VOC est fondée le 20 mars 1602 au capital colossal de 6,5 millions de florins rassemblant l'épargne des marchands de la province de Zélande et de 5 villes, Enkhuizen, Hoorn, Delft, Rotterdam et Amsterdam, cette dernière à elle seule disposant de la moitié des droits de gestion de l'entreprise. Et ce n'est qu'en 1610 que les actionnaires toucheront leurs premiers dividendes. Puis la VOC s'implante en Indonésie avec la fondation en 1619 de Batavia, véritable capitale de la VOC. Son premier gouverneur Jean-Peter Schoen, mort en 1629, et ses successeurs agissent volontiers sous l'égide du dieu Mars, le dieu de la guerre. Le gouverneur Van Diemen à la tête de la flotte privée de la VOC, s'empare le 14 janvier 1641 de Malacca, la rivale portugaise de Batavia. Puis sous les auspices du dieu Mercure, Batavia contrôle bientôt un polygone commercial s'étendant de Ceylan à l'île de Formose. On y construit Fort Zeelandia. Ainsi Batavia joue-t-elle en Asie le rôle exercé par Amsterdam en Europe. Un commerce d'entrepôt, ici entre l'Inde, la Chine et le Japon qui s'ajoute à l'approvisionnement d'Amsterdam. 1650, l'année de naissance du prince d'Orange Guillaume-Henri, la VOC est au sommet de sa réussite. Les 17 Heren, les 17 messieurs, l'ultime incarnation du pouvoir des 5 villes et de la Zélande, engrange cette année-là et les suivantes des bénéfices tels que les porteurs d'actions reçoivent annuellement des intérêts correspondant à 25% du capital nominal. En 1621, sur le modèle de la VOC, des réfugiés calvinistes des provinces du Sud fondent la Compagnie des Indes occidentales. Celle-ci pratique la guerre de course dans l'Atlantique. Ainsi en 1628, le corsaire Peter I parvient à se saisir de 15 navires espagnols dans la baie de Matanzas sur la côte sud de Cuba. Miracle, ce convoi transportait de l'or, de l'argent et des denrées coloniales pour une valeur de 11,5 millions de florins. Forte de ce pactole, la compagnie peut bientôt armer 70 navires et s'attaquer à la colonie sucrière de Pernambouc dans ce Brésil portugais. Johann Moritz van Nassau-Siegen sera un temps le fastueux gouverneur général du Brésil. Mais les bénéfices escomptés se font attendre. En 1661, la compagnie abandonne le Brésil et en 1667, elle renonce à New Amsterdam sur les rives de l'Hudson. Les Anglais, maîtres du lieu, baptisent la ville New York, en hommage au duc d'York, frère du roi d'Angleterre Charles II. Deux instruments avaient contribué au développement du commerce international hollandais. La création en 1609 de la Banque et de la Bourse d'Amsterdam. La banque, créée sur le modèle de la Banque de Venise, était à la fois banque de dépôt, de change, de paiement et de crédit. 3%, tel était le taux d'intérêt quasi constant, signe d'une abondance monétaire et de l'insolente santé économique de la République des Provinces-Unies. La bourse, née du déclin de la bourse d'Anvers. Bourse ouverte chaque jour, de midi à 14h, au son de la cloche de la grande tour de l'horloge. On pouvait y affréter un navire, assurer un chargement, négocier les actions émises par la VOC et même y acheter du marbre de Carrare nécessaire à la décoration de Versailles. Ce haut lieu de rencontre entre marchands venus des 4 coins du monde était animé par les Juifs proscrits du Portugal et travaillant avec leur diaspora. Et ce portrait amusé du boursicoteur. Il se ronge les ongles, tire sur ses doigts, ferme les yeux, fait 4 pas et 4 fois se parle à lui-même, lève la main à hauteur de sa joue comme pour une rage de dents et accompagne tout cela d'une bien mystérieuse toux. Simon Chama 468. Seule échappait à la bourse la spéculation sur les tulipes, pratiquée dans quelques tavernes avoisinantes. La tulipe, produit de luxe venu de l'Empire ottoman, se démocratise bientôt à Amsterdam grâce à la facile reproduction de ce bulbe. On achète bien avant la floraison, l'on vend quand les prix s'envolent, ainsi les petites gens singent volontiers la vraie bourse, animée d'une véritable tulipomania. Mais quittons cette extraordinaire réussite économique des Provinces-Unies, pour saisir son organisation sociale. Qui sont les artisans d'un tel succès ? C'est aux régents vêtus de noir que la peinture fait la place belle. Un groupe social d'une grande diversité avec ses marchands engagés dans le commerce maritime, ses maîtres de chantier naval, ses fabricants de tissus de laine et de coton. Des gens parfois méprisants vis-à-vis du petit peuple qualifié de gros, racailles. Cependant un groupe relativement homogène de gens volontiers recrutés par cooptation pour gérer des biens privés ou des biens publics. Orphelinats, hôpitaux, hospices, écoles.
Si la richesse foncière lui échappe souvent, sa fortune mobilière présente une certaine variété depuis les tableaux de prix jusqu'aux diverses actions, en particulier sur la VOC. Ces régents peuplent les conseils des villes et les États provinciaux. Seule la démence et la faillite peuvent interrompre une carrière. Au total, des gens fortunés, mais ouverts, prêts à accueillir la réussite d'artisans astucieux et doués. Et même de convoler avec quelques filles de la noblesse. Une entreprise qui n'allait pas de soi, car la controverse religieuse pouvait brouiller le jeune couple. Le synode de Dordrecht de 1618 avait opposé deux théologiens sur le thème de la prédestination, Arminius et Gomarus. Le synode s'était prononcé en faveur de Gomard, partisan d'une prédestination rigoureuse, conforme à la pensée de Calvin et de saint Augustin, lequel insistait sur l'irrésistibilité de la grâce de Dieu envers les élus. Arminius était partisan d'une prédestination plus souple, ménageant le libre arbitre du fidèle. La classe des régents s'était ralliée au calvinisme modéré d'Arminius, alors que la noblesse et le petit peuple exalté par des prédicants zélés suivaient Gomarus. Nulle trace dans les documents du temps de graves brouilles conjugales entre un mari adepte d'Arminius et une épouse noble élevée selon les préceptes de Gomarus. Le balancement arminien-gomariste trouvait son expression politique. L'antagonisme entre les régents volontiers arminiens et républicains, les gomaristes rassemblant petit peuple, gens de mer et paysans, monarchistes qui se réclamaient de la famille de Nassau. Pourquoi ? C'était un Nassau, Guillaume le Taciturne, qui avait animé le combat lors de la révolte des 17 provinces contre l'Espagne. L'Union d'Utrecht de 1579 avait réuni les 7 provinces du Nord. Celles-ci résistaient aux armées espagnoles à l'abri des grands fleuves, le Rhin et la Meuse. Il s'ensuivit une guerre de 80 ans, 1567 à 1648, qui n'affecta en rien le siècle d'or hollandais. Les 7 provinces rebelles ont été reconstruites au nord autour d'une minorité calviniste du sud. Huguenots rescapés de la Saint-Barthélemy, bourgeois de la Flandre du Sud et d'Anvers. Chenu 127. Cette immigration calviniste a nourri le refuge des 7 provinces Frise, Gueldre, Groningue, Overijssel, Utrecht, Zélande et Hollande. Et que dire de leur régime politique ? Pour le grand historien néerlandais Huizinga, Opsite, page 38, la République était une création politique qui à sa naissance n'était pas conçue comme un nouvel État, mais une création politique fixée en tant qu'État dans une forme mal définie sur des bases anciennes et non selon des principes clairs. Huizinga évoque même le caractère monstrueux de cette construction politique. Mais tâchons d'y voir clair. D'abord les villes et leur vieille tradition de liberté communale. Aux plus riches familles de ces villes, le soin de choisir l'échevinage et le bourgmestre. Puis des délégués des villes forment les États provinciaux de la province, une assemblée souveraine, le véritable lieu de pouvoir dans chaque province. À La Haye, les États généraux, une sorte d'assemblée des ambassadeurs des 7 provinces. Les États généraux décident à l'unanimité. Une personnalisation du pouvoir est sensible dans chaque province avec le stadhoudeur et le pensionnaire. Le premier, l'ancien gouverneur nommé jadis par le roi d'Espagne, s'acquitte de la fonction militaire. Le second dirige l'administration de la province. Le pensionnaire de Hollande reçoit le titre de grand pensionnaire, une fonction fédérale dévolue à une sorte de président de la République. À noter la place dominante de la Hollande parmi les 7 provinces, tant sur le plan économique que sur le plan politique. À remarquer aussi dans chaque province le poids politique de cette grosse centaine de marchands choisis le plus souvent par cooptation, alors que nobles et petits peuples sont peu ou pas représentés. 2 grands pensionnaires talentueux marqueront l'histoire des Provinces unies, Oldenbarnevelt dans la première moitié du siècle et Jean de Witt dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. En 1619, la mort de Oldenbarnevelt clôt une période durant laquelle les régents l'emportaient. Puis de 1619 à 1650 c'est la période orangiste, successivement Maurice, Frédéric-Henri et Guillaume II portent le titre de prince d'Orange et assurent la fonction de stadhoudeur dans plusieurs provinces. Guillaume II meurt le 6 novembre 1650, frappé de la terrible variole. À la nouvelle de cette disparition, bon nombre d'habitants d'Amsterdam applaudissent d'allégresse. Il est vrai que le jeune stadhoudeur de 24 ans traînait une fâcheuse réputation de débauché. Mais il y avait plus grave. Fort de l'appui de 6 provinces,
Guillaume espérait convaincre les États de Hollande qu'un effort militaire, donc fiscal, s'imposait aux Provinces-Unies. Guillaume II tente une manière de coup d'État en faisant incarcérer dans la forteresse de Loevestein 6 députés de Hollande. Puis Guillaume se ravise et les élargit. Mais le mal est fait. Un parti de Loevesteiners s'affirme bientôt profondément républicain et hostile à la famille Nassau. S'ensuit la période 1650 à 1672 sans Stadthuder. C'est le triomphe du parti Loevestein avec Jean de Witt dont le père était parmi les 6 prisonniers de Guillaume II. En 1672, Guillaume-Henri, prince d'Orange, entre en politique. Il a 22 ans. Qu'ajouter à ce tableau de la vie politique aux Provinces-Unies ? Son originalité jugée parfois monstrueuse par des contemporains confondus devant un régime politique oscillant entre république et monarchie. Lenteur et lourdeur d'un mécanisme politique sollicitant quelques centaines de décideurs, répartis entre les 7 États provinciaux. Mais ne manquons pas l'essentiel. La République des Provinces-Unies constitue dans l'Europe de ce temps une magnifique anticipation rejointe bien plus tard par les autres États européens. Une terre de liberté où les persécutions religieuses sont inconnues. Une manière de se distinguer de la putain de Babylone, l'Église catholique et ses inquisitions. Là où après Descartes, Spinoza, ce maître philosophe du XVIIe, réalise son œuvre. Et selon le professeur Israël, opus cité pages 239 et 241, Spinoza forgea un système destiné à avoir un impact incomparable dans tous les aspects du débat intellectuel du XVIIIe et du XIXe siècle à ses débuts. Il établit plus qu'aucun autre le socle métaphysique non religieux favorisant la liberté individuelle, les politiques démocratiques ainsi que les libertés de pensée et de presse. Ce qu'Israël nomme The Radical Enlightenment, les Lumières radicales. Certes, ce havre n'échappe pas complètement à la brutalité du temps. La torture fait partie de la procédure judiciaire, l'homosexualité peut être punie de mort, les voleurs sont marqués au fer rouge tandis que les assassins sont brûlés vifs. Enfin, la guerre n'épargne pas le pays. La République des Provinces-Unies naquit d'une guerre de 80 ans avec l'Espagne, 1568 à 1648. Puis ce furent les 2 guerres contre l'Angleterre, 1652 à 1654 et 1665 à 1667, en attendant la résistance à la France que mena le jeune prince d'Orange à partir de 1672. Chapitre 2 Guillaume d'Orange, l'éducation d'un prince. La clé de l'homme, c'est l'enfance, Maria Montessori. 21 janvier 1651, à La Haye, le baptême de Guillaume-Henri de Nassau, prince d'Orange né le 14 novembre 1650. Il est le fils de Mary Henrietta Stuart, elle-même fille de Charles Ier, roi d'Angleterre décapité devant Whitehall le 9 février 1649. En souvenir du roi martyr, Marie aurait voulu prénommer son fils Charles Guillaume. Mais la grand-mère Amalia imposa Guillaume-Henri, en souvenir de son époux décédé. Le père du nouveau-né est le Stadthuder Guillaume II, qui décède une semaine avant la naissance de son fils. La terrible variole, smallpox, qui ne sera vaincue qu'un siècle plus tard. Dans la Grotekerk encore dans sa livrée de deuil, une cérémonie fastueuse, d'immenses hallebardiers entourant le berceau et le prince minuscule dans son long manteau d'hermine. Il fut porté sur les fonds par les députés des États généraux, par ceux des États de Hollande et de Zélande. Samson I, page 171. Une cérémonie quasi royale, avec son public enthousiaste grimpant jusqu'à l'orgue ou sur des empilements de chaises pour ne rien perdre du spectacle. Pourtant, en dépit de cette pompe, que peut-on augurer de l'avenir de ce frêle enfant ? L'acte de séclusion, voté par les États généraux en 1654, une exigence de Cromwell à la fin de la Première Guerre anglo-hollandaise, ce qui exclut Guillaume de toute fonction militaire dans la République. Quant au titre de prince d'Orange, ce sera une coque vide avec l'occupation de la principauté par les gens du roi de France en 1660. Et le sort semble s'acharner sur le jeune prince. La même année 1660, Marie, sa mère, décédera, elle aussi tuée par la terrible variole. Restera aux côtés de l'enfant sa grand-mère paternelle Amalia von Solms-Brunfeld. Une Allemande de petite noblesse qui a épousé un Nassau, Frédéric Henri, une mésalliance aux yeux de beaucoup. En réalité une princesse féconde qui donnera à son Stadthuder de Marie 4 filles et un fils.
Les filles peupleront les cours électorales allemandes et le fils sera le stadhouder Guillaume II, le père de Guillaume-Henri. Le propre mariage d'Amalia comme le mariage de son fils avec une Stuart, princesse de sang royal, témoigne de l'ambition de ce personnage. Une femme de caractère capable d'autorité face à son petit-fils, qu'elle entoure cependant d'une réelle affection. Tout comme Marie, la jeune mère de 19 ans qui veille jalousement sur son Piccinino. Mais Marie est aussi une femme meurtrie par le décès de son époux et celui de son père Charles Ayer, le roi martyr. Chaque année 2 cérémonies funèbres célèbrent les disparus. À cette occasion l'appartement de Marie est habillé de deuil, même le berceau est crépé de noir. Et cette Stuart restera toute sa vie attentive au sort de sa famille réfugiée à Paris après l'exécution de Charlie. À ces malheurs intimes s'ajoute un certain repliement de Marie sur la petite communauté anglaise qui l'accompagna depuis son mariage. Mentalité de personnes déplacées qui doivent tenir leur langue, tonalité funèbre. Cet environnement particulier marqua-t-il la première enfance de Guillaume ? Faute de documents précis, on ne peut conclure. À l'âge de 3 ans, Guillaume porte au-dessus du genou le ruban bleu de l'ordre de la Jarretière comme il sied au petit-fils de Charles Ayer Stuart. À 6 ans, Guillaume découvre l'équitation et son écurie compte 11 chevaux. À ce moment, la maison du prince vit sur un pied assez modeste. Une gouvernante Miss Howard et quelques suivantes anglaises attachées à la princesse royale. La domesticité compte une 12aine de personnes ainsi que quelques pages. Un nouveau venu, le pasteur Cornelis Strigland, entre au service du prince en qualité de maître de religion. 2 portraits en hors-texte nous permettent d'approcher le maître de son élève. Cornelis Strigland revêtu de la toge de docteur en théologie, au maintien marqué d'une certaine suffisance, et le portrait d'un adolescent au regard voilé de tristesse, œuvre de Ragueneau, son professeur de français. À noter son témoignage. Cornelis Strigland est le fils de Jacob Trigland, professeur de théologie à l'université de Leyde. Cornelis devint pasteur et exerça son ministère dans plusieurs paroisses de Hollande. Il fut appelé en 1656 auprès du prince, il est alors âgé de 47 ans. Et pendant 10 ans maître et élève chemineront de concert, une réelle affection les unissant. Quel fut l'enseignement religieux dispensé par Cornelis Strigland ? Il est loisible de trouver quelque écho de cet enseignement à la lecture d'un petit ouvrage, 118 pages, rédigé par le pasteur en 1666 au moment où il est déchargé de ses fonctions. Idea sive imago principi Christiani, portrait du prince chrétien, un document à ne pas négliger pour qui veut retrouver la parole que le maître avec force et douceur imposera à son élève. Un texte qui s'inspire du psaume 101 dans lequel le roi David expose ses principes de gouvernement. Ce texte témoigne de la familiarité de son auteur avec les évangélistes Marc et Matthieu, tout comme de sa connaissance des auteurs grecs et latins, Hérodote, Sénèque, Plutarque, Cicéron et Tacite. Mais l'érudition de Trigland s'arrête là. Pas d'écrivains humanistes chantant la Renaissance. Trigland nous laisse entrevoir un monde sombre et menaçant, la nature est penchée vers le mal. Heureusement il y a Dieu et Trigland s'efface devant David qui exulte. Jéhovah, ma lumière et mon salut, Jéhovah, la force de ma vie. Un Dieu omnipotent. Et Trigland reprend la parole. Dieu bénit l'œuvre des justes, raille les orgueilleux et porte secours aux humbles. Un Dieu redoutable. Trigland cite Matthieu, craint Dieu, et d'ajouter Dieu donne à ceux qui le craignent. Les rois et les magistrats doivent savoir que dans le plus épais des ténèbres, ils vivent sous les yeux de Dieu et du peuple. À faire frémir un jeune prince. Et la chair ? David menace et rassure. L'infirmité de la chair, je lave mes mains dans l'innocence. Trigland abonde. Que le prince se détourne de l'œuvre de chair et des voluptés corporelles. Que de mise en garde pour cet adolescent. Puis vient l'amitié. L'ami fidèle est un trésor, un médicament de la vie. Maître et élève devaient se rejoindre aisément sur ce thème, car l'infortune du jeune orphelin s'oubliait quelque peu dans l'amitié de ces jeunes pages qui l'entouraient. L'un d'entre eux, Bentinck, sera l'ami de toute une vie. Il fermera les yeux de Guillaume sur son lit de mort. Mais revenons au psaume de David. Dans le verset 2, David s'adresse à Dieu. « Je suivrai la voie droite puisque tu viendras vers moi. Je marcherai dans l'intégrité de mon âme au milieu de ma maison. » Ou encore le verset 8. « Chaque matin je détruirai tous les méchants pour retrancher de la cité de Dieu ceux qui œuvrent dans l'iniquité.
Une certaine violence à laquelle répond Trigland en reprenant la vieille loi du talion. Si quelqu'un a tué par le glaive, il faut qu'il soit lui aussi tué par le glaive. Ou encore si t'en marques, si ton œil offense Dieu arrache-le, et Trigland ajoute. Si dans le corps de la République, quelque partie est gâtée, il faut l'amputer pour sauver tout le corps. Pourtant il refuse les persécutions envers la putain de Babylone, l'Église catholique. Et impérieux Trigland poursuit, je veux vraiment proscrire le désir funeste de gloire. La gloire, plus tard, un mot introuvable sous la plume de Guillaume. Heureusement d'autres propos devaient le rasséréner. Ainsi, sous un prince, clémence et justice s'illuminent mutuellement ou encore, les sujets regardent le roi comme un soleil. Que les princes soient de vivantes images de Dieu sur terre. Des phrases que n'aurait pas désavouées le français Jean Bodin, mort en 1596, ce défenseur de l'absolutisme qui écrivait « Le prince est le lieutenant de Dieu sur terre », QN pense à la prédestination des élus. Un prince dont le destin serait de suivre la volonté de Dieu et de jouir de la fécondité divine. Or le mot même de prédestination n'apparaît pas sous la plume de Trigland, alors que Guillaume devenu adulte s'entretenait à loisir de ce sujet avec son entourage. On imagine fort bien Trigland enseignant à son jeune élève combien il était subdéo et lége, prédestiné au service de Dieu et de la loi. L'exaltation d'un destin exceptionnel. Mais il est vraisemblable que Trigland, prudent, se gardait d'aborder ce sujet en public. Trigland écrit « Il faut réconcilier dans l'Église et dans la République les discordes et les factions. N'oublions pas les querelles religieuses entre partisans de Gomard et d'Arminius. » Trigland se rangeait dans le camp du calvinisme strict de Gomard et Voutius, adepte de la prédestination des élus. Mais vanter publiquement l'avenir prédestiné d'un prince Stuart, en pleine guerre anglo-hollandaise, aurait été malvenu. Ajoutons aussi l'hostilité bien connue des Löwensteiner, voire page 4, à la famille d'Orange. Ainsi avons-nous suivi à la trace l'enseignement de Trigland. Chaque jour les seuls exercices spirituels occupaient plus d'une heure du temps du jeune prince. À quoi s'ajoutait l'enseignement religieux proprement dit, avec 2 cérémonies religieuses quotidiennes, l'une en français, l'autre en hollandais. Une priorité qui reléguait quelque peu les autres matières, en particulier les rudiments du lire, écrire et compter. Cependant, dès l'âge de 8 ans, Guillaume est capable de lire des livres d'histoire en anglais, en hollandais et en français. Cette formation donnera à Guillaume, outre un sens tyrannique du devoir, une marque religieuse indélébile. Témoin 30 ans plus tard, cette confidence à un ami à un pire moment de sa vie. Si j'avais le malheur de perdre mon épouse, il me resterait à me retirer du monde pour passer le reste de mes jours à prier Dieu. 1659 sera l'année d'une joyeuse rencontre du prince et de sa cousine Élisabeth Charlotte, la future Madame Palatine. À ce moment, une mignonne et espiègle fillette de 7 ans et Guillaume sera son compagnon de jeu fort apprécié. À la question impertinente d'Élisabeth Charlotte, « Qui est cette dame au nez rouge ?» Le prince de répondre dans un éclat de rire, « C'est la princesse royale, c'est ma mère. » En 1659 aussi, Guillaume quitte La Haye pour la toute proche ville universitaire de Leyde. Bornius, éminent professeur de théologie, est promu directeur des études de Guillaume, et il se doit d'enseigner chaque jour par courtes périodes. Trigland reste à ses côtés, mais Madame Howard, la gouvernante, est remerciée. À ce moment aussi, sans doute, est renvoyée en une nuit la suite anglaise de dames et de chapelains. Le petit monde de son enfance s'en va. Le nouveau gouverneur Zwillenstein est choisi malgré l'opposition d'Amalia, qui n'apprécie guère le bâtard de son mari. La maison du prince est étoffée, et compte 25 personnes qui accompagneront Guillaume dans sa nouvelle résidence. Constantin Huygens, sur ordre de la princesse Amalia, rédige à l'adresse du nouveau gouverneur du prince un texte qui n'est pas sans rappeler le Télémaque de Fénelon. Constantin Huygens est un brillant et fidèle conseiller de la famille Nassau, un ami de Descartes et de Spinoza. Son fils prénommé aussi Constantin sera secrétaire de Guillaume III. Instruction que j'ai eu ordre de faire pour monsieur de Zwillenstein destiné gouverneur de son Altesse. Pour ce qui est de ses mœurs, le premier et le principal soin de son dit gouverneur sera de lui donner et faire donner incessamment des vives impressions de l'amour et de la crainte de Dieu, en lui faisant comprendre que de toutes ses actions, de ses paroles et de ses pensées rien n'est caché devant l'Éternel. Il sera nécessaire que dès ce bas à AGE,
le dit Seigneur Prince soit apprivoisé au style de la Sainte Écriture. Il faut soigneusement éloigner de lui toute personne qui pourra s'émanciper à la chair en sa présence, aucun discours qui sentiste l'impiété ou l'athéisme, en lui faisant horreur de tels gens. Pour la prière du soir et du matin, la fonction en sera observée, toujours assistant son gouverneur comme aussi ses gentilshommes, pages et valets de chambre. Outre ces exercices domestiques, le dit gouverneur le mènera pour le moins tous les dimanches 2 fois aux prêches, tant à l'église flamande qu'à la françoise, afin de le faire également profiter dans l'une et l'autre langue. Le sieur gouverneur doit lui représenter souvent combien de déférence les seigneurs princes ses aïeuls ont toujours témoigné à la République. Il sera nécessaire que le dit gouverneur ne perde le seigneur prince de vue que le moins qu'il sera possible, ainsi qu'à toutes les heures du jour il se trouve auprès de lui. Même que la nuit qu'il couche dans sa chambre, n'est-ce pas raisonnable de l'y laisser en la seule garde de ses valets? Que le gouverneur lui insinue doucement et à part les choses qu'il trouve à redire en lui, et que ses exhortations sentent toujours plus le miel que le fiel. Quant aux langues, en attendant que son esprit meurisse, il importera que le bien exercé aux 2 langues qui, outre la latine, lui sont les plus nécessaires, c'est la flamande et la françoise. Finalement, en ce qui concerne la nourriture et les exercices de son corps, le gouverneur aura soin de lui faire garder le tempérament à manger et à boire qu'il verra convenir à sa complexion, qui n'étant pas des plus robustes doit être ménagé discrètement. Pour son repos de nuit, il sera bon de lui en donner son sou dans ce bas âge. Il semble que venant à se coucher entre 9 et 10 heures du soir on pourra le régler à se lever entre les 7 et 8 du matin. Que s'il lui reste une petite heure devant celle du dîner, ce sera bien la plus propre à l'exercer à la danse. Pour d'autres exercices plus violents comme l'escrime, le manège des chevaux, la paume et choses semblables, il n'y faudra penser qu'en tant que ses forces s'augmenteront. Et cette année 1660 commence dans les rires. Les États généraux depuis la mort de Cromwell se tournent vers les Stuarts. En mai 1660 les oncles de Guillaume, Charles et Jacques, passent une semaine à La Haye à l'invitation des États généraux avant de prendre le chemin de Londres où Charles ceindra la couronne royale. Pour l'heure une entrée solennelle à La Haye dans un carrosse d'apparat. Guillaume, venu spécialement de Leyde et du cortège, assis sur les genoux de son oncle Jacques. Aux yeux des membres des États généraux, la Restauration en Angleterre crée une nouvelle donne, et le jeune prince n'est plus un personnage à négliger. D'ailleurs, les États de Hollande abrogent l'acte de séclusion qui interdisait à Guillaume toute charge militaire. On ne dissimule plus une certaine ferveur à son endroit, il est volontiers comparé au phénix qui renaît de ses cendres. Tour à tour Amsterdam, Leyde, Haarlem accueillent officiellement Mary et son fils. À son retour à La Haye, un groupe de garçons armés d'épées de bois et coiffés de chapeaux à plumes de couleur orange accueille le prince. Avec à propos celui-ci invite ses soldats à venir partager avec lui, fruits et gâteaux. Puis, le 29 septembre Mary quitte son fils et embarque pour l'Angleterre. Avant de faire voile, une terrible nouvelle la frappe, la mort de son frère Henri de Gloucester quelques jours plus tôt, encore la variole. À Londres, dans Whitehall en deuil, Mary reste enfermée à l'abri du brouillard, elle regrette son cher pays d'adoption, la Hollande. Le 23 décembre, Guillaume adresse à Charles II une lettre de Nouvel An en latin. Il s'adresse à un prince qui est mon oncle, et qui maintenant accueille ma précieuse mère dans sa riche demeure. Hélas, la variole frappe à nouveau, c'est Mary qui décède le 3 janvier 1661. Elle sera inhumée à Westminster Abbey. La disparition de sa mère laisse Guillaume effondré. L'un de ses précepteurs tente de le réconforter, l'enfant lève vers lui ses yeux embués de larmes et déclare « Ma mère était pour vous une véritable amie et je suis trop jeune pour faire beaucoup pour vous. » Étonnant. Même dans la plus profonde tristesse, ce garçon de 10 ans tient son rang. Puis Guillaume s'enfonce dans la maladie. Syncope, maux de tête, asthme, les médecins de Leyde craignent le pire. On impose à ce malade à la faiblesse extrême un harnais destiné à protéger le squelette et à faciliter la respiration. Mais en avril, le rétablissement s'annonce, le lourd harnais est remplacé par un corselet plus léger. Témoignage, il se rétablit étonnamment. Vous ne pouvez imaginer son esprit de répartie. Et ce n'est pas le fait d'un enfant. Rove, Guillaume et sa grand-mère Amalia s'en vont visiter à Clèves en Rhénanie le prince électeur de Brandebourg et sa femme Louise, l'une des nombreuses tantes du convalescent. Un séjour merveilleux,
Son oncle l'électeur l'initie à la chasse et l'aide à tuer son premier sanglier. Une manière de rite initiatique qui fait entrer le garçon dans le cercle viril. Puis c'est le retour au pays, l'entrée solennelle à Utrecht. Il chevauche à la tête d'un noble cortège, revêtu de son manteau de deuil en velours noir, accueilli par un public enthousiaste et ému. Mais l'hiver 1661-1662 est mauvais pour Guillaume. Amalia décide son retour à La Haye, ce sera chose faite en juin 1662. Que retenir de ces 3 années passées à Leyde ? Le garçon aurait emprunté à la bibliothèque 27 livres, mais nous en ignorons les titres. Il n'apprenait pas régulièrement ses leçons, il battait parfois ses valets, l'ordinaire d'un jeune prince. En 1663, un voyageur français esquisse un portrait du jeune garçon. Il est fort beau, il a le visage long mais bien formé, l'œil doux, le nez aquilin et l'esprit vif, il parle bien et hardiment. L'année suivante, une rencontre décisive. Celle de Guillaume et de Hans Willem Bentinck. Celui-ci, de petite noblesse et d'1 an l'aîné du prince, entre à son service en qualité de page. Naît entre ces 2 garçons une amitié indéfectible qui durera jusqu'à la mort du prince. Et témoignage précieux de cette amitié naissante, cette première lettre de Guillaume en date du 13 août 1668. C'est avec beaucoup de déplaisir que j'ai appris par la lettre que vous m'avez écrite la malheureuse mort de monsieur votre père. Je puis assurer avec vérité qu'il n'y a personne qui prend tant de part à l'affliction que votre maison en a reçu que moi, et principalement de vous, car je suis tellement de vos amis que tout ce qui vous arrive, je le prends comme si cela arrivait à moi-même. Je chercherai toutes les occasions et lieux pour vous le témoigner par effect et combien je suis votre très affectionné Amy. G.H. Prince d'Orange, JCI 3. L'amitié est une douleur non feinte chez ce jeune homme qui n'a jamais connu son père. Mais revenons en 1664, à l'occasion d'un incident révélateur du caractère de l'adolescent. Nous sommes le 6 mai. C'est jour de kermesse à La Haye, et une foule nombreuse déambule entre les spectacles offerts au public. Soudain, dans une allée animée, survient un embarras de circulation. 2 carrosses se font face et la voie est trop étroite pour permettre le croisement des 2 véhicules. L'un des carrosses est celui de l'ambassadeur de France, le comte d'Estrades, l'autre est celui du jeune prince d'Orange. Un ambassadeur de France ne peut céder le pas devant ce garçon de 13 ans. Lequel refuse le passage. L'ambassadeur s'impatiente, Guillaume n'en démord pas, la foule se rassemble et prend parti pour son prince. Le grand pensionnaire Jean de Witt est averti. Rien n'y fait. Finalement, c'est la grand-mère de Guillaume, la princesse Amalia, qui parvient à faire céder son petit-fils. Le carrosse de l'obstiné jeune homme rebrousse chemin et le prince, fort entouré, continue sa promenade à pied. Nous disposons d'une lettre écrite par Amalia en date du 8 mai 1664, soit 48 heures après l'incident. Tout d'abord, la princesse douairière prend la défense de son petit-fils en excipant de la qualité de celui-ci. Il a l'honneur d'appartenir de si près au roi son maître. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.